Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au Festival de l'Histoire de l'Art de Fontainebleau. En cette édition 2022, on est ravis de vous accueillir si nombreux dès le début du festival. On est également extrêmement heureux d'accueillir Monsieur Philippe Charlier, nous a fait le grand plaisir et le grand honneur d'accepter notre invitation pour parler dans ce volet consacré à l'animal, au vivant, au non-humain. On va parler de tous ces concepts. Donc je vais présenter Monsieur Charlier en deux mots, mais je pense, après avoir discuté avec quelques-uns d'entre vous, que vous le connaissez déjà un petit peu. Monsieur Philippe Charlier est médecin légiste, anatomopathologiste, archéo-anthropologue et également paléopathologiste. Il est actuellement directeur du département de la recherche et de l'enseignement au musée du Quai Branly Jacques Chirac, directeur également de la collection Terre humaine aux éditions Plomb, auteur de nombreux ouvrages, dont les deux derniers parus 2021, Comment faire l'amour avec un fantôme, et en 2022, Picasso sorcier, ce qui nous intéresse également particulièrement aujourd'hui pour le Festival de l'Histoire de l'Art. Et sa conférence d'aujourd'hui a pour titre Rituel autour des non-humains, anthropologie des masques extra-européens. Et je vous demande de bien vouloir saluer Monsieur Charlier. Monsieur Charlier, nous vous remercions particulièrement de votre présence. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Vous avez compris que le tableau est planté. On va essayer d'avoir un regard un petit peu multiple en fonction de ces différentes spécialités autour de ces rapports que l'homme peut avoir avec les non-humains, c'est-à-dire avec les ancêtres, avec les animaux, et puis avec des forces qui sont circulantes un tout petit peu partout. On va essayer de décrypter ensemble, puisqu'on est dans un festival d'histoire de l'art, des objets qui sont issus de nombreuses cultures, principalement de l'Afrique subsaharienne et également de l'Asie. On va voir que dans ce dialogue, dans cette correspondance entre les différentes cultures, eh bien, il est possible de tisser des liens et d'essayer d'analyser un tout petit peu ce rapport qu'on entretient avec le surnaturel, avec l'autre, avec ces forces permanentes qui essaient d'interagir avec nous. Alors, les collections sur lesquelles on va fonder ce discours sont principalement celles du musée du Quai Branly Jacques Chirac, où j'ai la chance de travailler depuis maintenant 4 ans. C'est un musée des arts anciennement dit premier, où dialoguent les cultures et surtout où on trouve énormément de fiches didactiques qui nous présentent l'histoire de ces objets arrivés dans les collections parfois depuis plusieurs centaines d'années. Vous avez ici un exemple de fiche objet, de fond de documentation du musée, avec un masque pour lequel on a une provenance, quelques bribes de son discours, de son contexte chronoculturel, comme on dit. Et bien à partir de ça, et également à partir d'études de terrain, à partir de travaux d'ethnologues, d'historiens de l'art, et parfois même de médecins, et bien on arrive à reconstituer plus ou moins la fiche biographique de ces objets et on arrive à les faire parler. Parfois, on a la chance d'avoir des masques qui sont en action, si on peut dire. Et celui-ci, en l'occurrence, est particulièrement important. Alors, n'attendez pas de moi pour faire une différence dans la lignée directe de Philippe Descola entre nature et culture. On est là dans une homogénéité complète entre ces forces de la nature, entre ces peuples, entre la façon qu'ils ont d'organiser leur vie quotidienne. Il y a vraiment une unité, un glissement complet. Il n'y a pas de scission et de disparition, de séparation franche entre la nature d'un côté et la culture, c'est-à-dire l'environnement humain de l'autre. Donc on est vraiment dans une globalité. Dans cette globalité, il faut comprendre qu'il y a des forces qui sont circulantes, et notamment il y a des énergies. À l'origine, assez souvent, il y a des dieux qui ont créé le monde avec énormément d'énergie, et cette énergie s'est ensuite cristallisée dans une source, dans un rocher, dans des individus humains, vivants, comme vous. Et au moment où on meurt, ce qui va tous nous arriver, eh bien, cette énergie, elle peut être captée par un sorcier, elle peut être récupérée pour faire du mal, vis-à-vis d'autres humains, vivants, ou vis-à-vis des morts, pour les forcer à faire quelque chose contre nature. Et donc, il est absolument nécessaire qu'à ce moment-là, quelqu'un, un sorcier bien intentionné, récupère cette énergie qui est en train de filer, tout simplement, de sortir du corps du mourant, et qu'il la capte et qu'il la mette dans un endroit où elle ne pourra pas être volée. C'est ce qui se passe ici avec ce masque Ukuyi, qui vient de la population Pounou, au Gabon. Vous avez le porteur du masque qui a ce masque blanc, anciennement peint avec de la... en tout cas pigmenté avec de la poussière d'ossements humains. Maintenant, on prend plutôt des restes plutôt minéraux, en l'occurrence, et cette couleur blanche est la couleur de la maladie et de la mort.
rien n'est visible sous ce masque de l'individu humain qui le porte. Vous voyez, il y a des vêtements tout autour, la main même est recouverte et elle tient une sorte de chasse-mouche dans la main droite. Pourquoi? Pour signifier qu'elle est là pour lutter contre la mort. Elle chasse de façon symbolique les mouches pour signifier « je suis en train de retirer les mouches qui vont bientôt se déposer sur le cadavre qui se repose sur moi ». Car la personne qui est allongée sur le porteur du masque Ukuyi est en train de mourir. Et il est là, ce masque, pour recueillir cette énergie en train de se disperser, en train de disparaître. Il est là pour faire l'ordre à la place du chaos. Il est là pour qu'il n'y ait pas de dispersion de cette énergie. Ne me demandez pas de vous dire si le masque Ukuyi est un masque animal, un masque humain, un masque d'ancêtre ou autre chose. C'est un masque extra-humain, tout simplement, surhumain, non humain. C'est quelque chose qui dépasse complètement l'entendement, qui a précédé l'apparition des hommes, qui lui succédera de la même façon. C'est celui qui a en charge la lutte contre le chaos et la persistance d'un ordre bien établi entre le monde des vivants et le monde des morts. Les masques peuvent prendre également d'autres aspects. Ici, vous avez un petit panier reliquaire, Kota, donc c'est la population Kota, on est toujours au Gabon. Vous voyez, stylistiquement quelque chose qui n'a absolument rien à voir du tout. Le panier reliquaire, c'est ce panier en osier avec quelques coquillages qui recouvrent des parcelles d'ossements, quelques dents également, un petit peu de la terre qui vient du lieu où a été enfoui un individu. Eh bien, ce gardien de reliquaire, c'est ce masque que vous voyez juste au-dessus, qui est sur une matrice en bois, doublé de laiton, avec 2 yeux et un petit nez un peu aiguisé. Ce gardien de reliquaire n'est à nouveau ni un animal, ni un humain, c'est une force qui est là pour vous dire et vous alerter: ne touche pas à ce qu'il y a dans ce panier. Ce qu'il y a dans ce panier est sacré. Si tu y touches, il va t'arriver malheur. Moi-même, j'y veillerai. Alors, la couleur qui est dessus, ce laiton ou ce cuivre jaune, sont là pour être reflétés avec le soleil. Imaginez, là, si ce n'était pas moi sous ces 2 projecteurs, mais ce gardien de reliquaire, il vous enverrait plein de rayons et vous seriez obligé de mettre les mains devant les yeux, car vraiment, il est astiqué, il est poli par les ans, et il est vraiment étincelant en plein soleil. Mais en plus, ça le protège aussi des altérations liées aux insectes, parce que c'est à base de cuivre, évidemment, les insectes n'aiment pas trop ça, et les bactéries non plus. Donc là, on est toujours dans une force qui s'oppose à nouveau au chaos, aux forces négatives, et toujours dans cette frontière entre l'humain et l'animal, une frontière très, très souple, si on peut dire. D'autres masques, comme celui-ci, un masque du Como au Mali, vous voyez à nouveau encore le même territoire, mais un territoire immense, avec des cultures qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, y compris sur le plan stylistique. Eh bien, ce masque du Como, lui, vous montre bien par l'importante couche de matière sacrificielle qu'il a à sa surface que ces masques sont animés. Les masques que je vous ai montrés avant, le masque blanc, le masque également de ce gardien de reliquaire, ils sont non pas des objets inertes comme ces vases qui sont à gauche et à droite, ou comme ces colonnes, ça ce sont des objets inertes. Les masques en revanche dont je vous parle sont animés, ils sont nourris, ce sont des êtres vivants à part entière, et ils ont cette capacité à parfois se mouvoir, parfois se transformer, parfois s'exprimer également. Ils ont quasiment un pouvoir autonome sous, on va dire, à l'unique condition qu'ils soient nourris, qu'ils soient amplifiés dans leur animalité, dans leur vivacité, par les offrandes faites par les initiés. Ce masque-là est un masque qui est porté sur le haut du visage. Donc il ne masque pas un visage, mais il masque le haut du crâne. Vous avez du mal, j'imagine, à dire ce qui est en haut, ce qui est en bas, ce qui est sur les côtés. C'est normal, cette ambiguïté, elle est voulue, en l'occurrence. Quand on a examiné ce masque de l'extérieur, on voyait cette croûte noirâtre de matière sacrificielle. C'est tout simplement la nourriture du masque. C'est du sang, assez souvent du sang animal, du gruau, une sorte de purée de céréales avec de l'eau, mais pas n'importe quelle eau. C'est pas de la cristalline ou de l'évian, c'est de l'eau lustrale qu'on va puiser à un moment bien particulier dans une source sacrée avec un contenant particulier par des femmes particulières ou des hommes particuliers. Rien n'est laissé au hasard. Et puis vous avez également dessus un peu de terre qui vient de lieux sacrés de la même façon. Et une chose extrêmement évanescente qui donne toute la force du masque, ce sont les paroles sacrées.
Ça aussi, ça participe de la nourriture du masque. Comme quand on fait une scarification, quand on incise la peau et qu'on fait ce tatouage qui va devenir en 3 dimensions et qu'on met à l'intérieur, sur la peau des initiés, de la terre, parfois des crachats, parfois du sang, etc., eh bien on injecte également des paroles sacrées qui rentrent dans le corps et qui lui donnent toute cette force de protection. Une vue un tout petit peu plus rapprochée. Vous devinez des dents de phacochère. Vous remarquez également des épines de porc-épic. Vous remarquez de la même façon aussi des queues d'éléphant, avec des poils d'éléphant. Ça nous donne vraiment toute cette matière première, toute cette matrice. Eh bien, et là c'est maintenant le médecin qui parle, on a réalisé un scanner de ce masque. Et vous allez voir à l'intérieur ce que nous y avons trouvé. Nous avons trouvé des éléments qui vont rajouter encore plus de force et de vivacité à ce masque, à nouveau, qui est entre l'humain, l'animal, les ancêtres et ces forces ancestrales qui l'animent. Alors vous reconnaissez les dents, vous reconnaissez les cornes. Il y a également des formes qui sont, j'essaie de les montrer, je vais me lever pour vous les montrer, des formes rondes. Ce sont des miroirs. Vous en avez un ici par exemple et un autre là. Ces miroirs, eh bien, ils sont là pour refléter à nouveau la lumière de l'extérieur, un peu comme des sortes d'antennes, tout simplement, qui vont capter les énergies, mais également, si jamais vous envoyez un mauvais coup, un mauvais sort sur ce masque pour essayer de lui faire du mal ou de capter son énergie propre, eh bien, par un effet d'arroseur arrosé, le miroir va vous renvoyer votre maléfice sur vous-même. Donc c'est à la fois un capteur, mais également une sorte de retour à l'envoyeur. Il n'y a pas que ça sur ce masque. Vous avez également des kauris ici. Ce sont d'anciennes monnaies qui sont des petits coquillages qu'on trouve assez souvent dans la corne est de l'Afrique, un tout petit peu au niveau de l'Afrique de l'Ouest aussi. Ça navigue très longtemps à l'intérieur du territoire et ça prend de la valeur. C'est comme ça que ce sont devenus des monnaies. Et ensuite, c'est devenu la trace d'un objet ritualisé, d'un objet sacralisé. Un objet sur lequel il y a des kauris, ce n'est pas simplement de la para, ce n'est pas simplement de la valeur, ça signifie vraiment qu'on est sur un objet qui est sacré. Et puis la dernière chose aussi qui donne toute son énergie, c'est cette chaîne d'esclaves qu'on voit ici d'un bout à l'autre, je vais essayer de ne pas me casser la figure, d'un bout à l'autre du masque. Donc le haut du masque est ici, le bas du masque est là, et cette chaîne d'esclaves, on ne la voit pas extérieurement. On l'a mise en évidence uniquement par cet examen scanographique, et là en fait c'est toute l'énergie négative, toute la frustration, la haine légitime de l'esclave qui a été privé de sa liberté, qui a souffert et qui est mort de l'autre côté de l'Atlantique, qu'on utilise pour attirer vraiment une force, une énergie intense à l'intérieur de ce masque, normalement, évidemment, pour faire le bien. Donc vous voyez, tout ce que les analyses médicales et le scanner notamment, entre vous et le prochain patient dans un hôpital, il peut y avoir parfois un masque africain ou d'autres objets d'art premier. Rassurez-vous, les urgences passent toujours d'abord. Eh bien, ça nous permet de mieux documenter ces masques et de connaître leur constitution intérieure, car tout ça est totalement recouvert par les croûtes de matière sacrificielle et on risquerait de passer complètement à côté. D'autres masques aussi sont beaucoup plus frustres dans leur état actuel. Celui-ci est un masque qui a été collecté en Louisiane. C'est probablement le masque africain, et je dis bien africain, le plus vieux conservé au monde jusqu'à présent. Alors il vient à l'origine de Casamance, l'actuel Sénégal. Vous le voyez dans une forme assez abîmée. Vous devez imaginer qu'à l'époque, il était recouvert avec un petit peu de bitume, plein de graines rouges. Il y avait également un collier avec des gris-gris qui passaient d'une corne à l'autre. L'ensemble est une matrice en osier. Et puis, vous aviez des feuillages qui descendaient sur à peu près 2 mètres, 2,20 mètres de hauteur. L'ensemble recouvrait totalement le porteur de masque. On a réalisé un scanner à nouveau de ce masque qui nous a permis de mettre en évidence qu'il y avait probablement des petites matières magiques, des petites charges magiques qui étaient déposées ici à la jonction entre les cornes et la matrice. Mais surtout, l'examen plus précautionneux de la surface de ce masque nous a mis en évidence l'existence de 2 papiers inscrits en arabe. Et ce sont des formules de protection qui interpellent Allah, en l'occurrence. Et ce masque nous dit bien 2 choses, enfin, il nous dit une chose, c'est que 2 divinités valent mieux qu'une. On est sur un masque de Casamance qui est lié à, on va dire, des cultes des ancêtres, à des croyances extra-musulmanes en l'occurrence, mais quand même,
malgré tout, 2 protections valent mieux qu'une. Quelque chose qu'on retrouve également dans le vaudou haïtien, dans le vaudou béninois par exemple, où on peut avoir autant une formule magique musulmane ou chrétienne, catholique romaine par exemple, et en plus, eh bien, on va avoir une divinité comme Mamiwata par exemple, qui est une divinité des eaux, qui va venir se surajouter. C'est un peu ceinture et bretelle. 2 divinités sont plus fortes qu'une seule, et même si elles viennent de 2 contextes chronoculturels complètement différents. D'autres masques sont en rapport direct avec la mort et avec la guerre. Ce masque-là est un masque cimier écoille. On est au Nigeria. Il ne se porte pas sur le visage, mais il se porte sur le haut de la tête. Et il représente littéralement un ennemi défait à la guerre. À l'origine, ça vient d'une tradition qui était de récupérer la tête d'un ennemi tué sur le combat, la porter sur le haut de la tête et d'effrayer évidemment les autres ennemis restant encore. On s'est dit qu'au fur et à mesure, il pouvait peut-être faire une économie de récupérer ces têtes, et une tête définitive a été mise en place. Je simplifie à gros traits, mais sur le plan anthropologique, c'est quand même le schéma d'évolution réel. C'est une tête qui a été récupérée une fois pour toutes. Il s'agit donc d'un crâne avec une mandibule humaine qui, pour le coup, anthropologiquement, ne va pas avec le crâne du dessus, une peau qui n'est plus une peau humaine, des poils, en revanche, qui sont des poils humains, et l'ensemble est monté sur une matrice qui est en osier, une sorte de matrice circulaire, posée sur le haut de la tête, maintenue avec des lanières, et vous voyez que les yeux sont remplacés par des coquillages dont on ne voit que la partie postérieure. Là, l'idée est simple, ce n'est pas une idée magique particulière, on ne demande pas la protection à cette tête factice qui est sur le haut. Là, on est vraiment dans une volonté d'effrayer l'autre, d'effrayer l'adversaire, d'en imposer. Imaginez quand même que ça vous rajoute une stature de facilement 20 à 40 cm, sans compter toutes les coulures de projection d'huile, de sang ou autre qu'il peut y avoir dessus. Donc le caractère impressionnant, il est réel. Là, vous le voyez un peu endormi comme un objet de musée, du musée du Quai Branly en l'occurrence, mais vous devez l'imaginer dans toute sa grandeur et son caractère grandiose et surtout marquant. Alors revenons un tout petit peu aux animaux. D'autres civilisations, toujours de l'Afrique subsaharienne, ont cultivé ce lien et ce rapport extrêmement étroit de la figuration des animaux dans leur mascarade. Vous avez ici un des murs du musée qui présente de très nombreux animaux figurés par la population Dogon. Ça vient de la falaise de Bandiagara et en grande partie de la mission Griol et de la mission Dakar Djibouti en 31-33. Et ces masques représentent vraiment une grande variété d'animaux qui interviennent dans des fonds légendaires, dans des fonds de mythes, et chaque masque se rapporte à une histoire qui est re-racontée, qui est transmise de génération en génération, notamment au moment d'une cérémonie qui a lieu toutes les soixantaines d'années, qui s'appelle le Sigi, et dont la prochaine est en 2027. Vous avez le lièvre, vous avez le... Je ne sais pas si vous arrivez à voir tout là-bas au fond, mais il faudra venir au musée du Quai Branly, sinon. Vous avez en tout cas des singes, vous avez une sorte de zébu, vous avez également le tapir, vous avez le lièvre, et puis vous avez ces grandes formations que là-bas, peut-être tout au fond, vous devez voir, qui représentent des oiseaux aux ailes déployées qui sont en train de voler, avec les pattes repliées sur l'arrière du corps. Ce n'est pas évident, c'est très schématique en l'occurrence. Et puis ces grands masques très très longs, qu'on appelle au début des masques façades, car ça ressemble de façon stylistique aux façades des maisons, première symbolique architecturale, la deuxième symbolique, le deuxième niveau de lecture, si on peut dire, eh bien, ce sont des masques, cette fois-ci, serpents. Et à chaque fois, on a toujours 2, voire parfois 3 niveaux de lecture, à chaque fois 2 ou 3 niveaux de légende, 2 ou 3 niveaux d'interprétation qui se rajoutent dans ces masques. Chaque masque est une histoire, chaque masque est un lignage, porte un nom officiel, un nom caché, un nom secret, et puis des noms parfois qu'on n'a pas le droit de prononcer. Certains masques sont difficilement typables. Ce masque-ci, par exemple, on a beaucoup de mal à dire s'il représente un animal, un homme, un ancêtre, un esprit positif, un esprit négatif. Et la frontière est extrêmement ténue. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il peut y avoir un type cathédrale, si on peut dire, un type classique, réalisé par certains sculpteurs, et puis ensuite des variétés en fonction de l'inspiration. Celui qui fait le masque, généralement, eh bien, le modèle précis du masque lui est guidé soit par un rêve autonome, soit par le rêve de celui qui lui commande le masque.
ça n'est pas une inspiration qui est transmise de génération en génération, il y a un modèle de base, mais sur ce modèle de base, les détails techniques, les détails pratiques, eux, sont vraiment l'apanage de rêves, d'inspiration transmis. Parfois, on croise un animal, et cet animal vous inspire pour demander tel ou tel masque, etc. Faisons un bond, si vous voulez, dans un autre contexte chronoculturel qui est celui du Japon. Et je vais parler d'autres extra-humains qui ne sont pas les animaux, même si parfois ils peuvent prendre l'aspect d'animaux, ce sont les fantômes. Les fantômes au Japon portent le nom de yurei. Les yurei, ce sont assez souvent des femmes qui sont mortes abandonnées, qui sont mortes de faim, qui sont mortes assassinées. Elles ne trouvent pas le repos, elles ne bénéficient pas d'une réincarnation et elles vont errer dans un entremonde. Et cet entremonde, c'est la fin du jour, le début de la nuit, la fin de la nuit, le début du jour. Ce sont les marécages, ce sont des villes ou des maisons abandonnées. Et vous allez les croiser parfois. Imaginez la fin du festival de l'histoire de l'art tout à l'heure, en fin de journée, avec une petite bruine, voilà, le long des balustrades. Peut-être que vous aurez la chance, car c'est une chance, de croiser un yurei. Quand les yurei n'apparaissent pas, on peut les faire venir. Je vais vous donner la méthode un tout petit peu après. Stylistiquement, comment reconnaître un yurei? On a des peintures qu'on appelle les yurei-ga, qui ont été en grande partie faites à partir du XVIIe, XVIIIe siècle et qui étaient conservées par un milieu de lettrés. Ces peintures font à peu près 2,50 m de hauteur. Et la femme, car c'est assez souvent une femme, je vous l'ai dit, est représentée à taille humaine, c'est-à-dire à peu près 1,60 m, 1,70 m. C'est assez saisissant. Elle n'a pas de pieds, car elle est censée flotter, tout simplement. Elle peut avoir des mains, en revanche. Ses cheveux sont défaits. Qui a les cheveux défaits dans ce contexte? Les prostituées ou les fantômes. Elle a les lèvres rouges, extrêmement intenses, un rouge carmin, vermillon. Les mains peuvent être escamotées. Parfois, elle tient un enfant dans les mains. L'enfant qui est mort ou qu'elle n'a pas eu ou qu'elle espérait avec cet homme qui l'a lâchement abandonné. Et puis, vous avez des signes de mort qui sont présents. Ici, ce sont les 3 feuilles mortes qui signifient bien qu'on est ici sur un décès. En tout cas, on est en rapport avec la mort. Un tout petit détail, vous voyez qu'il y a également des petites taches sur le visage et sur son kimono. On ne sait pas si ce sont des taches de rousseur ou si ce sont des projections de sang dans un contexte de mort violente. Alors, comment faire apparaître un yurei, si jamais l'expérience vous tente? Vous avez un moyen très simple, c'est faire ce qu'on appelle une veillée aux 100 bougies. Vous vous mettez dans un petit cabinet avec une peinture de yurei. Vous allumez 100 bougies devant vous, par terre. Et vous vous assemblez à 4 ou 5 à peu près, parfois 10. Et vous allez raconter des histoires de fantômes, des histoires de yurei. À chaque fois que vous finissez de raconter une histoire, vous soufflez une bougie. Vous commencez à la tombée du jour. Et vous devez finir par raconter la 100e et dernière histoire à la fin de la nuit et au lever du jour. Donc pendant toute la nuit, vous avez raconté ces histoires. Et lorsque vous soufflez la dernière et 100e bougie, la yurei va sortir de la toile, elle va s'animer, elle va prendre vie, prendre forme. Et là, vous pouvez faire avec elle tout ce que vous voulez faire. Vous pouvez jouer au go avec elle ou faire des choses un peu plus scabreuses. C'était un jeu, c'est un jeu d'enjeu, c'est le jeu de la mort en l'occurrence. Le seul problème, c'est que quand on fait venir un fantôme ne repart jamais seul. Et donc on sait que celui ou celle qui fait venir le fantôme va mourir. Mais il aura eu une expérience, paraît-il, absolument ahurissante. Donc maintenant vous avez la méthode. C'était quelque chose qui avait vraiment cours de façon assez fréquente au Japon à la période Edo, c'est-à-dire juste avant la période Meiji, juste avant l'ouverture, si on peut dire, à l'Occident et la révolution industrielle. L'autre moyen de voir des fantômes dans le Japon, des êtres extra-humains qui ont cette capacité parfois à se transformer en animaux, c'est pour ça que j'en parle, notamment en renards, notamment aussi en oiseaux, les oiseaux de la nuit par exemple, le hibou. Eh bien, ce sont les scènes de théâtre no. C'est l'autre moment où on a la possibilité de voir un fantôme. Vous avez ici un masque de théâtre. Le théâtre no, vous le savez, est un théâtre qui n'est pas un théâtre d'agrément. Ce n'est pas la commedia dell'arte, bien au contraire. C'est un théâtre qui peut-être est celui qui se rapproche le plus du théâtre dionysiaque originel, c'est-à-dire un théâtre sacré. Et par la répétition de ces pièces de théâtre no, on répète à chaque fois une histoire d'une de ces femmes abandonnées, d'une de ces femmes qui a été tuée, d'une injustice qui a parfois plusieurs siècles, et par cette
succession de répétitions de pièces de théâtre, on espère au fur et à mesure lever cette injustice et lui permettre de réintégrer le cycle des réincarnations. Et quand vous voyez les acteurs de théâtre, je ne vais pas le mimer parce que ça serait un peu irrévérencieux, mais rien que la marche, je vais quand même vous le montrer, la marche, en plus, là, je vais bien le faire, vu comme je suis ralenti aujourd'hui, la marche de l'acteur de théâtre, en fait, on ne voit pas ses pieds bouger, celui qui porte le masque de théâtre. Il a un vêtement qui est extrêmement rigide, qui le couvre complètement, on ne le voit pas bouger les pieds et on a vraiment l'impression qu'il flotte tout lentement sur la scène. Quand il vient au fur et à mesure et qu'il avance avec ce masque, qu'il fait des gestes qui sont extrêmement lents, on a véritablement l'impression d'assister à la marche d'un fantôme face à nous. En revanche, les autres intervenants, eux, ont une démarche qui est totalement humaine. Donc là, on est vraiment dans un intermonde. Et pour figurer les sentiments, pour figurer l'énervement, la tristesse ou autre chose, l'acteur va jouer sur l'inclinaison de son masque par rapport aux lumières qui sont déjà présentes. Vous avez ici le masque Zo-Onna, ça veut dire la jeune femme. Elle a, et c'est un détail important pour vous, pour reconnaître un mort dans le Japon, les morts ont les prunelles carrées. Vous avez ici les prunelles carrées qui sont assez caractéristiques. Les lèvres qui sont rouges vermillon et cette peau blanche extrêmement intense. Et les cheveux qui sont tirés vers l'arrière et ils peuvent être potentiellement défaits. Eh bien, c'est le même masque que je vous montre ici. Et vous voyez, en jouant sur l'inclinaison, l'acteur peut la faire sourire, peut lui faire un visage triste, peut lui faire également des traits irascibles, etc. Donc c'est tout le jeu de l'acteur de jouer sur ces contrastes. Avant de chausser le masque, l'acteur est dans une sorte de cabinet de réflexion qu'on appelle la chambre du miroir. Et il va rester parfois 3 heures, 4 heures, 5 heures face au masque pour être pénétré par l'esprit du masque. Donc on est vraiment dans un théâtre qui est religieux, qui est métaphysique, mystique. Restons avec les morts dans un autre contexte encore, avec cette étreinte surnaturelle. On est ici aux îles Salomon. Je reconnais qu'on fait un grand écart. Vous avez ici un mort et un vivant. Est-ce que vous reconnaissez où est le mort, d'après vous? Lancez-vous, vous avez une chance sur 2. À gauche, bravo. Le mort est celui qui ne touche pas le sol, comme le yurei qu'on a vu juste avant. Et donc ici, vous avez un poteau qui était donc un poteau de soutien d'une maison qui a un but éducatif. L'idée est de dire précisément aux jeunes garçons, méfiez-vous des femmes. Ne voyez aucune misogynie là-dedans, rassurez-vous, surtout pas de moi, mais méfiez-vous des femmes. Elles sont belles, elles sont attrayantes. On n'a qu'une envie, c'est de les prendre dans les bras et d'aller plus loin, mais derrière ces femmes se cachent parfois des monstres effrayants, des fantômes, des sorcières qui peuvent vous causer du tort et notamment vous transmettre des maladies, infections sexuellement transmissibles, ou encore vous causer la mort, vous sucer le sang et l'énergie jusqu'à vous tuer. Et donc ici, vous avez un esprit malveillant, Matuora, qui est juste ici à gauche, qui enlace l'individu à droite, qui est un jeune homme, qui ne fait pas bien attention, et eh bien, malheureusement, on sait que peu de temps après, ce jeune homme va mourir. Donc c'est une sorte de poteau d'éducation dans la maison des hommes pour leur dire « méfie-toi ». Donc, les fantômes ne sont pas tous animés de bonnes intentions. Il y a parfois des fantômes ou des êtres extra-humains qui se rappellent à notre bon vouloir pour nous dire « chérie, tu m'as abandonné depuis longtemps ». Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. On est en Côte d'Ivoire, dans la population baoulé. Chez les baoulés, l'organisation du monde n'est pas une organisation linéaire comme chez nous, c'est une organisation qui est fractale. Quand on naît sur Terre, à la naissance, on abandonne une autre dimension dans un autre univers, et ainsi de suite. Chaque naissance n'est pas une mort, mais est l'abandon d'un autre territoire. La mort n'existe pas en fait, c'est à chaque fois une ouverture de porte vers un autre monde. Ouverture de porte, vers un autre monde. Et parfois, eh bien, on a un petit accident de voiture, mais pas très grave. Parfois, on évite un accident, mais ce sont, vous voyez, un peu des signes avant-coureurs. Et on se dit, quand même, là, il y a une grosse répétition. Je me suis cassé la figure dans l'escalier, j'ai eu un petit accident de voiture et une moto est rentrée dans ma propriété. Ça commence à faire 3 choses. On va voir un devin. Et le devin vous dit, mais oui, c'est normal. C'est ton épouse de l'au-delà qui se signale à ton bon vouloir. Ça fait trop longtemps que tu es parti et tu l'abandonnes un tout petit peu.
Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fabrique une statue, qui est ce qu'on appelle un blolobla, qui représente, et là vous comprenez que c'est le rêve qui vous inspire pour la représentation de cet individu, ça représente cette femme-là. On chasse temporairement bien sûr son épouse terrestre et on installe dans le salon, puis dans la chambre à coucher, cette statuette qui est le double physique de cette épouse de l'au-delà. Et on va la nourrir, on va l'habiller, on va lui faire des câlins, on va dormir avec elle, on va la laver également, lui offrir des bijoux. C'est vraiment un simulacre et un remplacement complet. Et ça peut durer 1 mois, 3 mois, 1 an, jusqu'à ce que tout se tasse et que les signaux envoyés et les consultations périodiques envers le devin vous disent « Ok, maintenant tout est rentré dans l'ordre ». Une fois que tout est rentré dans l'ordre, on ne se débarrasse pas de ces statuettes. On les met dans la chambre à coucher, dans un coin, en direction de l'emplacement du mari vers le lit, et on peut faire revenir son épouse. Alors rassurez-vous, la même chose existe également pour les femmes, c'est ce qu'on appelle les époux de l'au-delà. Alors je vous montre quelques exemples de telles statues qui sont chez nous, au musée du Quai Branly Jacques Chirac, et qui viennent de cette population baoulée. On reconnaît même, vous voyez, différentes étapes qui sont les moments où l'époux les a abandonnés. Là, elle était en train d'allaiter un enfant, là, elle était enceinte, et là, l'enfant venait de naître et il est derrière le dos. Et puis voici une statuette d'époux de l'au-delà, qu'on appelle un blolobian, avec, vous voyez, eh bien, c'est un monsieur avec sa petite barbichette, ses scarifications. Eh bien, c'est lui qui a été abandonné par l'épouse, mais ça, c'est quand même quelque chose d'un peu plus rare. Alors revenons aux masques. Les masques qui sont tantôt animaux, tantôt humains, tantôt vraiment intermédiaires, on arrive à les reconnaître parce qu'ils sont justement anatomiquement aussi sur un plan intermédiaire. Vous avez ici un masque Kwélé du Gabon, avec 3 paires d'yeux. C'est autant pour signifier qu'on est sur un être surnaturel que pour signifier que le porteur de ce masque a une vision démultipliée. Il voit le présent, l'avenir, le passé. Il voit également devant lui, derrière et au-dessus ou en dessous. Pareil, pour celui-ci, un masque Grébeau, qui appartient à la population Krou, on est frontière Libéria-Côte d'Ivoire, et là, la légende de ce masque, si on voulait, c'est pour mieux te voir, mon enfant. Ces yeux démultipliés, cette triple vision, permet vraiment aux porteurs de masques d'avoir une vision quasiment animale, quasiment, c'est le regard du léopard, plus le regard de l'homme, plus le regard de l'épervier, par exemple. Et ça peut même prendre des proportions assez importantes. Vous voyez ici, on est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 paires d'yeux. Il s'agit à nouveau d'un exemple de masque du musée du Quai Branly Jacques Chirac. Et là, le porteur de masque est animé de toutes ces propriétés caractéristiques des esprits animaux, des esprits surnaturels, des esprits extra-humains. Alors les animaux sont utilisés également pour autre chose, pour connaître la vérité. Il fut un temps où les humains ne mouraient pas, mais lorsqu'ils finissaient leur vie terrestre, leur vie humaine, ils se transformaient en animaux. C'est toujours dans le contexte de la population baoulée. Vous avez compris qu'on est dans un système fractal avec un passage d'une dimension à une autre dimension. Eh bien, dans ce contexte baoulé, on utilise les animaux, et notamment les souris, pour connaître et accéder à un savoir, si on peut dire, universel. Quand vous avez besoin d'avoir un avis sur est-ce que je dois aller à Fontainebleau pour faire une conférence, est-ce que je dois prendre un avion pour aller à Lisbonne, est-ce que je dois candidater à tel poste, eh bien, vous allez sur le marché, le jour du marché, et vous allez voir un des nombreux féticheurs qui sont là avec ces petites boîtes qu'ils portent sur l'épaule ou à bout de bras. Vous avez quelques animaux, un petit caméléon qui est représenté, vous avez une lanière, vous voyez qu'il a bien servi celui-ci. Ce sont des boîtes à divination avec 2 étages. L'étage du dessus, vous avez des instruments qui sont disposés, des petits morceaux de ficelle, des petits morceaux métalliques, des petits morceaux de bois. Et puis vous avez un trou qui permet de faire coïncider cet étage supérieur, c'est un duplex en fait, cet étage supérieur avec un étage inférieur dans lequel réside une souris. Vous posez votre question au devin. Le devin dispose les objets, il met ensuite un tout petit peu de la farine, des cacahuètes, des choses que la souris aime bien, et ensuite il referme le couvercle. Et la souris, par l'odeur alléchée, monte
mange un tout petit peu tout ça, et évidemment fait un désordre. Sauf que ce qui pour nous est un désordre est au contraire quelque chose d'extrêmement ordonné pour le féticheur. Et lui, il va savoir lire l'ordre à partir du chaos. Et il va dire, ah mais regarde, cette clé, elle a été retournée, ce morceau de bois, il est dans tel sens, ce petit cadenas, il a été verticalisé, donc ça veut dire exactement telle chose. En fait, les souris, chez les baoulés, interfèrent avec les humains en donnant des indications parce que ce sont les anciennes âmes de ceux qui nous ont précédés. Et ils sont porteurs de cette accumulation de savoir que leur ont donné l'accumulation de toutes ces vies antérieures, les unes après les autres. Ils ont fini les passages et l'accumulation du savoir. C'est vraiment, ils sont porteurs du verbe, tout simplement, et ils ont la capacité à le transmettre par ces mouvements d'objets que seuls les initiés peuvent comprendre. Alors les animaux sont partout. Les animaux sont symboles, mais également transmission de messages. Au Bénin, dans le contexte du vaudou béninois, à Abomey, vous avez des statues qui représentent les 3 rois principaux d'Abomey. Le roi Guézo, le roi Béanzin et le roi Glélé. Ce sont ces statues qui ont été récemment rendues au Bénin, parmi d'autres trésors, les 26 objets d'Abomey, qui avaient été pillés par le colonel puis général Dodds lors de la campagne des années 1890 à l'ancien Dahomey. Ces statues ne sont pas simplement des objets d'art, ce ne sont pas juste des sculptures, c'est littéralement la représentation du nom fort, le nom de puissance du roi, sa représentation animale, l'animal totem, l'animal fétiche qu'il s'est choisi le jour de son intronisation, mais également une partie de l'âme du roi y réside. Et là, vous comprenez toute l'importance de la restitution de ces objets au Bénin. Ce n'est pas simplement une restitution d'un objet d'art, c'est aussi la restitution de l'âme de 3 rois, qui sont des rois dieux. Ils ont autant un pouvoir spirituel qu'un pouvoir temporel. Et le roi Glélé, par exemple, représente un lionceau. Le roi Béanzin représente un requin, stylisé, je suis d'accord. Le roi Guézo, lui, représente un oiseau cardinal. Alors il lui manque le bec d'oiseau qui était mis sur la tête et qui le transformait véritablement en oiseau. Et bien, quand on a étudié sur le plan radiographique ces 3 objets avant leur restitution, on s'est rendu compte qu'il y avait des charges magiques au niveau de l'insertion du membre supérieur droit sur les statues de Glélé et de Guézo. Et on s'est rendu compte également que la peinture qui les recouvrait n'était pas juste une peinture verte pour l'un, rouge pour l'autre et noir-bleu pour le troisième, mais c'était une peinture qui était extrêmement grumeleuse. Ce n'est pas comme la peinture qui donne un effet marbre sur ces colonnes, c'est une peinture qui incorpore en son sein de la terre qui vient des lieux saints, des paroles sacrées, du sang également, mais aussi de l'eau lustrale et encore peut-être d'autres choses qui nous échappent. Donc ce sont bien plus que de simples statues, ce sont véritablement des objets sacrés. Alors, ceux-là sont assez grands, vous voyez, ils font quasiment 1,70 m de hauteur. D'autres objets sont bien plus petits et ils nous renseignent encore sur ce rapport entre les animaux et les humains. Ça, c'est un talisman qui n'appartient pas au musée du Quai Branly Jacques Chirac. Celui-ci, il est sur ma table de nuit, il est tout petit. Et c'est peut-être grâce à ce talisman que, si on en croit la légende, je ne deviens pas fou jour après jour, car c'est un talisman contre la folie. On appelle ça un talisman cavalier. La métaphore est la suivante. Alors, cavalier, il faut le savoir, quand on fait une radiographie, c'est plus évident. Vous avez la tête du cavalier avec son turban qu'on voit dépasser, vous avez la tête du cheval et les 2 sabots. Ça, c'est quand on fait une radiographie de l'objet. Voici à quoi ça correspond. Ça fait 6 cm de hauteur, tout simplement. Généralement, ça se porte autour du cou ou dans la poche. Mais il ne faut pas que ça soit près des organes génitaux, car ça serait un manque de respect vis-à-vis de cet objet. C'est cousu dans une peau de chèvre, ça sent très fort, je peux vous dire. Et puis, c'est un objet qui est métallique, en l'occurrence, c'est un objet en cuivre. Le cheval, c'est l'humain. Et le cavalier, c'est la folie. Et en fait, porter ce talisman, c'est une représentation de la folie. Et lorsqu'un djinn, lorsqu'un esprit malfaisant qui rôde, est tenté de vous rendre fou, eh bien, il voit ce cavalier sur la monture et il se dit non, le mal est déjà tombé sur toi, donc ça ne sert à rien, je ne vais pas t'assaillir une deuxième fois, et il trouve une autre victime. Donc c'est littéralement la représentation de la folie pour dissuader un djinn de venir vous rendre fou à nouveau.
J'arrive aux derniers exemples de ces animaux qui sont à l'interface entre les humains et les extra-humains. Vous avez ici un des objets peut-être les plus sacrés qu'on connaisse de toute l'Afrique subsaharienne. On est toujours au Mali, c'est ce qu'on appelle un boli. Les bolis sont des objets qui comportent une charge magique extrêmement forte, extrêmement intense en leur sein. Généralement, c'est une corne de gazelle au sein de laquelle on a mis des graines, et puis également du sang, une omoplate, un doigt humain coupé, un peu de placenta. C'est vraiment un mélange assez complexe, si on peut dire. Et ces objets tiennent leur force du fait qu'on ne connaît pas exactement la nature interne. Si jamais on a envie d'inactiver complètement ces fétiches, bolis, on les jette par terre et on révèle aux yeux de tous la charge magique qu'il y a en leur sein. Alors à ce moment-là, évidemment, ils sont inactifs, mais par contre, ils vont faire du mal à celui qui l'a jeté et qui l'a brisé. Donc on le sait, mais pas longtemps. Vous avez ici toutes les coulures de matière sacrificielle qui sont dessus, et puis une surface un peu grumeleuse. Cet objet fait à peu près 60 cm de hauteur. Est-ce qu'il représente un animal? Non. En fait, c'est une force, ce boli. Il y a une force en lui, et cette force hésite en permanence, elle est un peu protéiforme. Elle hésite à aller vers un zébu, tantôt elle hésite à aller vers un homme, et le boli change de forme au fur et à mesure, non seulement au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des lustrations qu'on fait sur lui, c'est-à-dire les offrandes qui vont modifier sa surface, il va même croître, il va grossir, et d'ailleurs ça sera la preuve que c'est un animal vivant, on va dire de lui, tu grossis, c'est donc que tu vis. Et puis également, quand celui qui en a la charge meurt, eh bien on va lui couper un doigt, on va récupérer un petit fragment de son anatomie qu'on va venir coller sur le boli. Vous en avez un exemple ici, sur ce boli, avec ici cette éminence à peu près au niveau de l'ombilic ou du ventre qui correspond à un fragment anatomique de celui qui en avait la garde. Et c'est ainsi qu'au fur et à mesure du temps, eh bien, le boli va changer d'aspect, changer de forme, grossir, se déformer, passer de l'humain à l'animal, puis à un autre animal, puis à nouveau à l'humain, parce que c'est une force qui sans arrêt cherche l'aspect qu'elle va occuper pour agir tout simplement. Et la réputation de ces objets est tellement forte, tellement importante, ce sont des objets du Mali, que même en Afrique du Sud, même en Algérie, même au Bénin ou encore au Cameroun, eh bien, on les connaît, on les craint et on en a peur. Encore un exemple, et ça sera le dernier, avec les masques Egungun. Les masques Egungun ne sont pas des humains, ne sont pas des animaux, ce sont des ancêtres qui vont animer un vêtement, tout simplement. Alors là, c'est une société secrète, c'est le nom de ces surspécialisations dans la religion vaudou, en l'occurrence, propre à une population particulière qui est la population Yoruba. On est sur la frontière entre le Bénin et le Nigeria. Vous avez un exemple de costume d'Egungun, ici présent, conservé au musée du Quai Branly Jacques Chirac. C'est un costume qui est étincelant. On n'est pas du tout comme avec les fantômes qu'on voit en Écosse ou en Europe. Vous savez, ce sont ces suaires, ces draps blancs. Ce n'est pas un drap de lit, ce n'est pas un drap de table comme ici à Fontainebleau. C'est un suaire, ce tissu blanc qu'ont les fantômes et avec lequel ils bougent un peu comme dans le fantôme de Canterville. Là, la mort elle est exubérante, elle est belle, elle est extraordinaire. C'est comme les dorures de la salle des colonnes ou de la porte dorée juste en dessous de nous. C'est vraiment cette beauté éclatante, ce prestige du défunt. Et la légende dit que ces vêtements s'animent spontanément lorsque l'esprit du mort a besoin et a envie de s'exprimer. Et les morts, ils parlent quand ? Au moment des funérailles, au moment des levées de deuil, au moment des semailles, des moissons, des mariages, au moment des procès éventuellement, parce que le mort, c'est celui qui est dans le sol, c'est celui qui voit tout par en dessous et c'est lui qui sait la vérité. Il est allé de l'autre côté, il a accès à ce savoir complet. Et donc, comment vont-ils apparaître ? Je vais vous le montrer. Vous avez ici quelques photos de terrain que j'ai prises à Abomey. Et vous avez ici un Egungun qui est en train de bouger. Alors, en réalité, il y a un initié de haut grade à l'intérieur qui fait bouger ce vêtement, mais on ne le voit jamais. Jamais aucune partie de son corps n'est visible. Et on entretient toujours le doute sur le fait que le vêtement s'anime tout seul spontanément. Vous avez un aide à côté, un initié de bas grade, ou il n'est pas arrivé tout en haut, on va dire, des degrés initiatiques, et il tient une baguette dans les mains. Pourquoi ? Pour maintenir une distance raisonnable entre le monde des morts ou des esprits et le monde des vivants. C'est la distance raisonnable entre la vie
et la mort. Car si vous, non initiés, moi j'ai la chance d'être initié aux egungun, mais si vous, non initiés, vous vous approchez d'un egungun et qu'il vous touche, vous allez mourir. Alors c'est une mort qui peut être, soit on y croit totalement et on meurt, soit c'est une mort qui est uniquement symbolique, et dans ce cas-là, vous tombez dans les pommes, ou on vous aide à tomber dans les pommes, et ensuite on vous emmène dans le couvent le plus proche, on vous réanime, et dans le même temps on vous dit « arrête de faire des bêtises, arrête de t'approcher trop près des egungun, tu manques de respect aux ancêtres ». Donc il y a toujours une idée d'apprentissage, d'éducation, etc. Et donc les egungun, vous voyez, déambulent comme ça sur la place du village, les enfants sont un peu à l'écart, les femmes sont encore plus à l'écart, et les hommes sont plutôt mis en avant. Et puis à certains moments, il se met vraiment à vous courser, il se met à courir très très vite, et parfois il s'arrête. Alors il se met devant vous, il se penche pour vous parler, mais vous allez vous mettre à genoux devant lui. Et vous n'allez pas le regarder dans les yeux, même si on ne voit pas ses yeux, vous allez le regarder au niveau des pieds, par déférence. Et vous voyez ce bâton, toujours, qui tient la distance entre le monde des morts et le monde des vivants, même si on est initié. Ça, c'est un de mes coreligionnaires, initiés, mais malgré tout, le bâton est là pour signifier cette différence. Et il va vous parler dans une voix comme ça, une voix d'outre-tombe, une voix extrêmement grave, gutturale et nasillarde en plus. Ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Ce son nasillard, cette voix nasillarde, c'est la voix des zombies en Haïti et c'est la voix des morts, des egungun, dans le vaudou béninois. Et puis à la fin, quand il a fini de vous raconter ce qu'il a à vous dire, ne fais pas ci, ne fais pas ça, tu devrais plutôt faire telle chose, etc. Vous lui laissez quelques pièces par terre, c'est absolument symbolique, hein, il n'y a absolument aucun gain pour les egungun là-dessus, on ne paye pas une consultation, c'est une façon de marquer le respect, et puis ensuite, il va parler avec quelqu'un d'autre. Vous avez ici encore un autre exemple, vous voyez, c'est 3 cm qu'il y a entre cet initié, vous voyez d'ailleurs une de ces scarifications d'initiation, et les gungun, c'est 3 cm, c'est l'espace qu'il y a entre la vie et entre la mort. C'est également l'espace qu'il y a entre les humains et ce monde des extra-humains qui intègre les animaux, qui intègre les ancêtres, qui intègre la mort et toutes ces forces circulantes. Par cette présentation, j'ai voulu dépasser simplement le cadre des animaux pour essayer de vous montrer ce que sont ces extra-humains dans d'autres populations extra-européennes, que ce soit l'Afrique subsaharienne, que ce soit le Japon ou encore une toute petite partie de l'Océanie. Je vous remercie. Une petite question, parce qu'il y a l'autre séance à 14h30. Alors, on va juste prendre une petite question très courte, puisqu'il y a la séance sur Rosa Bonheur, autre type animalier, qui arrive à 14h30. Est-ce que, voilà, une question, ou alors vous êtes absolument pris. Allez, courte et... Courte et amusante, vous êtes initié, je ne vois pas vos scarifications. Oui, ma scarification est au niveau du bras gauche, en l'occurrence. Voilà. Elle n'est pas au niveau du visage, et quand bien même, sinon j'ai une barbe de mal rasée. Mais voilà. Mais oui, j'ai été initié, tout à fait. Merci beaucoup, Monsieur Charlier.